On a appris que 123 migrants qui étaient dans un square du 18e ont été hébergés par la mairie de Paris. En tout, depuis le mois de juin, c'est 1384 migrants qui ont été hébergés par la mairie de Paris. Est-ce que de façon générale, Paris et l'Île-de-France font leur part dans l'accueil des réfugiés ? Je crois qu'on a connu dans notre région, notamment en juillet dernier, vous vous en souvenez, des difficultés au départ à avoir une ville et surtout une région, la préfecture de région mobilisée pour accueillir ces migrants. Ça nous a valu beaucoup de discussions avec le préfet de région, avec la ville de Paris, avec Anne Hidalgo et l'ensemble des élus. Et je crois que maintenant, la mesure a été prise d'aller beaucoup plus loin. Mais les quelques chiffres que vous donnez là ne sont pas du tout à la hauteur des besoins. Nous savons que beaucoup de migrants, de réfugiés vont arriver en France d'ici peu. Et c'est pour ça que moi, ce que je souhaite, c'est que la région Île-de-France se déclare région refuge, région accueillante pour ces réfugiés, comme ça a été le cas pour d'autres villes qui sont en train de se mobiliser. Oui, il y a un réseau de solidarité, c'est Jean-Christophe Cambadélis notamment. Mais ça veut dire quoi, région refuge, concrètement ? La réalité, ok, on met sur un papier région refuge, mais ça veut dire quoi ? Ce que je vais vous le dire, moi je suis vice-présidente actuellement de cette région en charge du logement. Et lundi, je vais voir avec Jean-Paul Huchon si on peut utiliser sur les crédits actuels que j'ai dans mon budget, qu'on puisse aider notamment à l'accueil qu'on va devoir mettre en place dans les semaines et dans les mois qui viennent. Parce qu'il faut des lieux, il faut aussi des gens qui accompagnent ces familles. Ces familles ont besoin d'être accompagnées juridiquement, administrativement, ont besoin aussi de soutien psychologique et ça me semble essentiel de le dire. Et je pense aussi, très important de le dire, on ne doit pas leur refaire vivre ce qu'on a vu en juillet, quand des familles syriennes étaient à la rue, sans avoir la capacité de se nourrir, avec des enfants qui étaient dans une très très grande situation de détresse. Et là, vous parlez d'un accueil provisoire. Sur le long terme, qu'est-ce qu'on peut imaginer de raisonnable ? Sur le long terme de raisonnable, c'est que la France doit, à l'instar des autres pays européens, avoir une politique d'accueil massive. Nous avons aujourd'hui des millions de réfugiés syriens à l'extérieur de leur pays. Ils vont continuer à arriver en Europe. Et moi, je suis tout à fait favorable à ce que la France prenne sa responsabilité, y compris la région Île-de-France, comme les autres régions. Quand vous dites responsabilité, si on veut un chiffre, il faut quoi ? Que l'Île-de-France accueille combien ? 50 000, 100 000 ? Non, mais je crois pas, je ne pense même pas qu'on doit réfléchir en termes de chiffres, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 2 millions de réfugiés syriens en Turquie. Combien décideront d'aller en Europe ? Nous ne savons pas. Ce qui est certain, c'est que nous n'allons pas attendre de voir et de s'enchaîner des désastres et des morts et des décès qui choquent beaucoup, mais qui sont quand même là depuis fort longtemps. Il faut qu'on puisse montrer notamment qu'il y a de la régulation. Et vous savez que parmi les gens qui nous regardent, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a peut-être Nicolas Dupont-Aignan, un de vos concurrents au régional, qui résume cet état d'esprit. Il écrit ce matin dans un tweet « La folie des élus socialistes ou de gauche qui, avec leur fausse générosité, vont créer un appel d'air migratoire et un chaos social. » Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui peuvent s'inquiéter de ça ? Vous savez, avoir de la générosité et simplement se reconnaître dans une humanité, c'est savoir à un moment être capable de faire un geste envers l'autre. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui sont sur les routes de l'Europe parce qu'elles vont mourir. Et je crois que vous, comme moi, comme des tas de gens qui nous regardent aujourd'hui, n'ont pas envie de laisser faire ça dans une indifférence totale. Et c'est pour ça que plutôt que de se renvoyer la balle, organisons-nous. Quand je vous dis que la région peut se déclarer région refuge, c'est aussi travailler avec l'État sur la durée. Qu'est-ce qu'on ouvre comme centre ? Où est-ce qu'on permet aux gens de déposer leur demande d'asile ? Comment on les accueille ? Comment on les aide ? Vous avez vu cette mobilité ? On les loge où ? C'est ça le problème que les gens se posent, qui nous regardent, c'est où on les loge ? On les loge, on s'en donne les moyens. Excusez-moi. Mais comment ? D'une part, on peut faire appel à la solidarité. Ensuite, on peut faire des réquisitions de bâtiments. Nous sommes capables aujourd'hui dans notre pays, et y compris dans cette région, de construire des logements provisoires, c'est-à-dire sur des durées de 5 à 10 ans. Nous en sommes tout à fait capables. Nous le faisons pour d'autres choses. À moment exceptionnel, à crise exceptionnelle, moyens exceptionnels, nous sommes le 6e pays en termes de puissance économique mondiale. Notre responsabilité, c'est de ne pas laisser cette humanité en totale déshérence. On voit qu'il y a peut-être un retournement de l'opinion suite à la photo de ce petit garçon mort sur le sable. On voit qu'il y a de plus en plus d'initiatives personnelles et notamment un site internet que coordonne par exemple le conseiller régional Europe Écologie Julien Bayou, qui demande aux particuliers de se signaler pour accueillir les réfugiés. Vous encouragez cette pratique où vous dites attention,
c'est une responsabilité quand même d'accueillir quelqu'un chez soi sur du long terme, comme disait Jean-Noël, parce que... Moi, j'encourage tout, c'est-à-dire que je pense que nous, en tant que politique, on doit aujourd'hui organiser, réguler et donc travailler avec l'État. Il y a aussi des mobilisations citoyennes très fortes. Regardez ce qui s'est passé sur la mobilisation pour les chrétiens d'Irak. Il y a quand même beaucoup de particuliers dans leur paroisse qui ont décidé à un moment de faire un geste et donc de s'organiser. Aujourd'hui, la réalité, c'est que tout le monde ne voudra pas venir en France. Mais nous n'allons pas continuer à se renvoyer la balle et penser que c'est l'État qui va s'en occuper. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, il faut donner du sens à ce qui fait qu'à un moment, on décide de vivre ensemble et de donner corps à notre démocratie. Juste une dernière question. Le Premier ministre finlandais a annoncé qu'il mettra sa maison à disposition des réfugiés. Vous seriez prêt à faire pareil, vous, personnellement? Moi, je serais évidemment prête à accueillir des gens si j'avais les moyens de les accueillir absolument dignement. Mais vous n'avez pas la place de le faire. Je ne l'ai pas Mais est-ce du que, tout, par exemple, le siège d'Europe Écologie doit le faire à Paris? Non, parce Non. que je pense que c'est absolument pas digne pour loger. Non, mais je pense qu'il faut aussi dire les choses très franchement. Il faut accueillir les gens dans des lieux où ils ont une capacité à bien dormir, à se laver et de ne pas faire ça n'importe comment. C'est pour ça qu'il faut organiser les initiatives individuelles. Parce que justement, éviter aussi des conditions d'accueil qui ne seraient pas dignes de ces personnes. Allez, on va passer à un sujet, j'avais un peu d'avance tout à l'heure, plus politique, politicienne, c'est le jeu des alliances avec Europe Écologie Les Verts. On reparle du Front de gauche. Oui, le 15 septembre, il y aura un vote pour savoir s'il y aura une liste commune, Europe Écologie, Front de gauche en Ile-de-France. Moi, j'avais cru que c'était acté, que vous alliez en autonomie. Donc ce vote, c'est quoi? C'est pour que les partisans de l'alliance avec le Front de gauche soient minoritaires et que le débat soit clos? On a décidé depuis plusieurs mois de présenter une liste, un projet écologiste. Avec vous à sa tête, oui, c'était absolument. identifié. Et là, Et 15 nous, septembre, ça peut être remis en cause. C'est pas vraiment le sujet. Aujourd'hui, d'autres partis de gauche ont souhaité nous rencontrer, discuter de cela. Mon directeur de campagne, Mounir Satouri, les a rencontrés. Et nous avons un conseil politique régional, justement, avec l'ensemble de nos militants, le 15 septembre, où nous allons faire le point sur la campagne et donc aussi proposer différentes propositions. Et donc, ça aura certainement mis à la discussion une proposition d'une liste élargie ou pas. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'être... vraiment dans une campagne pour répondre aux franciliens. Et le sujet, c'est que après les difficultés réelles que nous connaissons... Oui, on va y venir, parce que 15 septembre, il y a quand même des difficultés réelles. Je vais aller au bout de mon idée. C'est qu'à un moment où on a des difficultés, tout le monde s'intéresse aux écologistes en disant je les voudrais bien sur ma liste, ceci, cela. La réalité, c'est que nous, écologistes, nous pensons qu'aujourd'hui, dans cette région, nous apportons des réponses particulières, notamment aux difficultés de transport. On va y venir. Et c'est pour ça que sur les je compte crises, beaucoup Madame à Page. Voilà. une liste écologiste. Voilà, donc vous voterez pour une liste autonome. Moi, je ne vote pas. Mais vous souhaiterez et vous influencerez. Je vais déjà laisser le débat naître, se faire, et moi, c'est comme ça que les choses se font dans ce parti. Jean-Vincent Placé, qui est conseiller régional d'Île-de-France, a quitté Europe Écologie. Et cette semaine, il a annoncé qu'il créera un parti, l'Union démocrate écologiste. Est-ce que vous avez peur qu'il crée un groupe au sein du conseil régional d'Île-de-France et que il accueille avec lui d'autres élus écologistes et qu'il se retrouve sur les listes de Claude Barthelone? Écoutez, il a fait le choix de partir, d'être dans une aventure très singulière aujourd'hui pour le parti qui est le nôtre. Si d'autres le rejoignaient dans un parti, elle ne serait plus si singulière que cela. Moi, aujourd'hui, rien ne me fait peur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que demain, cette région continue à être dirigée par les écologistes et par la gauche. Oui, mais s'il y a 6 ou 7 membres du groupe régional d'Europe Écologie qui rejoignent Jean-Vincent Placé et peut-être Claude Barthelone... Aujourd'hui, l'urgence, c'est de répondre aux exigences des franciliens sur les transports, sur le développement économique, sur le logement, ou par exemple sur les questions de solidarité. C'est ça qui m'importe. Les petites discussions et tambouilles politicardes au sein d'un groupe à la région me semblent totalement farfelues à l'époque. Malheureusement, ça fait quand même des ordres et les gens se posent des questions. Mais moi, je leur réponds. C'est pas toujours très clair. Aujourd'hui, les écologistes sont en rang derrière moi pour défendre un projet écologiste, pour défendre la suite de nos propositions en matière de transport après la mise en œuvre du pass unique, qui a été une de nos grandes actions. Et c'est pour ça qu'on va continuer comme ça. Et tout le reste, pour moi, est farfelu. C'est de l'agitation politicienne. Oui, mais le problème, Emmanuel Cos, c'est que vous avez une double casquette. Vous êtes la patronne du parti et en même temps la candidate. Je comprends que la candidate ne veuille pas parler de politicienne. Mais la patronne du parti, c'est son boulot. Vous savez, la secrétaire nationale, elle s'occupe des Français et la candidate en Ile-de-France s'occupe des Franciliens. Oui, mais vous allez avoir plein de réunions. On dit, oh là là, parce qu'il va peut-être y avoir un manque d'argent à cause du départ de Jean. Mais ce n'est même pas ça le sujet pour moi aujourd'hui. C'est totalement indécent. On en est à parler. Vous voyez, c'est à ça que servent ces choses-là. C'est que finalement, on parle d'accords politiciens à un moment où on doit répondre à des questions des Français, des Franciliens, sur notre capacité à agir pour eux. Regardez sur le logement. Qu'est-ce qu'on va répondre à la crise du logement en Ile-de-France demain? C'est là-dessus qu'il faut aller. Et le reste n'est que, pour moi, fioriture. Allez, on va justement parler du concret. Ça vous tient à cœur, Emmanuel Cos, on l'a senti. Les transports et le pass Navigo unique qui est, ça y est, lancé et qui fait plaisir à beaucoup de gens, en tout cas. Oui, c'est un gain dans le pouvoir d'achat pour les habitants de seconde côte. C'était une idée à vous,
que vous aviez défendue en 2010, qui a été après mise au pot commun de la gauche. Est-ce que vous espérez quand même que les électeurs s'en souviennent au soir du premier tour des élections, en disant c'est les écologistes qui nous permettent d'avoir un petit peu de pouvoir d'achat en plus? Écoutez, la première chose, c'est que moi, je suis surtout contente que ce pass à tarif unique soit rentré en vigueur mardi. Ah ouais, 3 mois avant les élections, c'est bien joué. Hein. Ça fait longtemps. Ça aurait pu être mis avant quand même. Il aurait fallu pour ça que le reste de la majorité accepte cette mesure. Ce reste de majorité qui s'en réclame maintenant. Tout le monde s'en réclame, même la droite, je vous mets à l'aise, même la droite qui a voté contre tous les budgets qui permettaient justement de permettre le pass Navigo. Aujourd'hui, tout le monde s'en réclame. Donc on vous pique votre bébé? Mais c'est pas ça le sujet. Moi, j'ai participé à l'élaboration de cette mesure et nous voulions le faire parce que nous pensons qu'il y avait une discrimination tarifaire en Ile-de-France. Aujourd'hui, tous les Franciliens sont mis sur un pied d'égalité en matière de tarifs et c'est ça qui est essentiel. Vous savez, il y a un moment aussi, on fait de la politique, pas simplement pour que les gens vous reconnaissent comme étant à l'origine de la mesure, mais simplement pour changer la donne. Et changer la donne, c'est donner d'autres moyens de mobilité. Sauf pour être crédible pour les mesures à venir, il faut être crédité sur les mesures qu'on a prises. Mais vous dites qu'il faut aller plus loin sur le pass Navigo. C'est quoi aller plus loin, très vite? Vos propositions en matière de transport? Aller plus loin aujourd'hui, c'est continuer à travailler, d'une part, sur la réduction du temps de transport en Ile-de-France, qui est quand même, je pense, le sujet le plus difficile. Oui, mais ça, c'est lié à l'emploi, il faut travailler là-haut. Pas seulement. Aujourd'hui, ce qu'on fait, quand on essaie de développer des lignes de bus qui rabattent plus rapidement vers les gares, quand vous assurez plus de régularité sur des trains, quand vous informez mieux les voyageurs, parce que notre gros souci, c'est que notamment en seconde couronne, d'un seul coup, vous êtes sans aucune information quand votre train n'arrive pas. Tout cela doit être mis en œuvre et c'est facile de le faire rapidement. Et vous avez d'autres mesures qui sont l'allongement de la durée d'ouverture des lignes le week-end, l'allongement de la durée de validité du ticket. Des tickets, absolument. C'est jusqu'à 1h30 que vous voulez faire? Absolument, pour simplifier la vie des Franciliens. Notre objectif, c'est que plus de Franciliens prennent les transports en commun parce que c'est le moyen de mieux se déplacer en Ile-de-France. Et pour ça, il faut aussi leur rendre plus facile la vie dans les transports en commun. Et vous voulez aussi des agents de la RATP dans chaque train à partir de 21h30? Absolument. Mais ça, c'est un coût important financièrement. Mais vous savez, avoir un réseau de transport qui permet à l'Île-de-France de se développer, c'est s'en donner les moyens. Répondre aux besoins de sécurité dans des lignes de train en difficulté, c'est mettre des agents, des personnes humaines, parce que c'est la seule réponse et non pas des caméras comme je l'entends souvent. Merci.